Bonsoir. Bienvenue ce soir à notre interview hebdomadaire. Donc, ce sera un peu plus une grosse émission. Ce sera une interview un peu plus grosse que celle de l'apéro de la bourse tous les jours de 10 minutes. Et ce soir, nous recevons un confrère, même s'il est très très loin devant nous, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, il est beaucoup plus connu. C'est Fabien Labrousse. Bonsoir Fabien. Bonsoir Denis, et bonsoir à l'audience de Pépitor. Voilà, bonsoir. Fabien est le créateur, fondateur, propriétaire, directeur de Vidéo Bourse, qui est un site internet et un site YouTube sur la bourse et qui fait des interviews de traders, analystes aussi. Voilà. Ça fait très plaisir de te recevoir. On va faire un peu comme d'habitude, parler un peu de toi d'abord, de ton parcours, puis après de ton trading. Et puis, on finira de parler par vidéo bourse alors. Donc, euh, Fabien, parle-nous un peu de toi, savoir d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais, quoi. Donc je viens de région parisienne, j'ai 31 ans, j'ai Ouais. commencé à m'intéresser à la bourse quand j'étais au lycée en bac économique et social. Donc quand j'avais 16-17 ans, je suis passé à l'action quand j'avais 18 ans et j'ai créé Vidéo Bourse. C'était les débuts de la vidéo sur Internet. En parallèle de ça, j'ai fait quelques mois en entreprise. Parce qu'au début, ça commençait doucement, hein, c'était pas Ouais. une Mhm. grosse affaire. Et puis de fil en aiguille, la vidéo sur Internet s'est vraiment développée et j'évoluais avec elle. Donc c'est resté un petit média, mais j'espère faire de la qualité. Puis on s'est associé à des personnes, je pense, et à des partenaires de qualité pour devenir 13 ans plus tard ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un forum où j'espère qu'il y a des échanges de qualité, des interviews, des webinaires et des reportages présentiels, Mhm. même si en ce moment le présentiel c'est calme avec le Covid. Mhm. Et puis moi j'ai une passion pour les marchés, hein, donc j'investis moi-même. Voilà. 13 ans, 31, ça veut dire que tu as commencé ça à 18 ans alors. Ouais, exact. Ouais, c'est précoce, hein, c'est bel esprit d'entreprise très jeune déjà, hein. Ouais. Oui, mais doucement, hein, parce que moi, je suis le seul à travailler à temps plein sur Vidéo Bourse. J'ai Thomas qui vient faire les vidéos présentielles, mais qui est indépendant. Donc, Mhm. on travaille ensemble, mais voilà, donc c'est quand même une petite structure. Euh, donc voilà, c'est sympathique. Moi, je suis très content de ce que je fais, mais c'est pas le projet fou là. C'est pas la D'accord, start-up de malade, hein. Loin de d'accord. là. Et pour parler un peu de ton trading, comment es-tu arrivé en bourse? Comment es-tu arrivé à trader? Et est-ce que tu as le temps de trader avec en parallèle de vidéo bourse? Donc ça fait plusieurs questions, donc on va commencer par le début. Euh, Comment es-tu arrivé au trading, Fabien? Comme je te disais, ouais, au lycée, je m'y intéressais. Mhm, On avait des cours d'économie, et puis mon père avait des actions, donc c'était à l'époque des forums. C'est toujours le cas, mais peut-être qu'à l'époque c'était encore plus développé les forums. mhm, J'allais sur des forums. Alors à l'époque, il y avait, au début, au tout début, c'était juste Boursorama de mhm, manière très large. Me renseigner sur des actions qui m'intéressaient. Et ensuite, j'ai pas mal été sur un forum qui s'appelait Trader Forex, mais qui d'accord. n'existe plus parce que je crois qu'ils ont fusionné avec Mataf, Mhm. qui s'appelle d'ailleurs Forex Ticket. Je sais pas si c'est redevenu Mataf, mais bon, bref, il y avait un forum à l'époque qui s'appelait Trader Forex. Et puis voilà, les tout débuts, c'était ça. Et puis Et tu as commencé par trader les actions alors, ou directement le forex? au tout début, c'était les actions. Et puis Mhm. quand je suis devenu plus actif, je suis allé vers le Forex et plus tard les CFD. Et Et comment on passe des actions au forex? Parce que c'est quand même deux choses complètement différentes. moi, je suis passé des actions au Forex, je pense, parce que quand j'étais jeune, j'avais peu de capital et du coup, les actions, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup les trader. Et puis, on peut faire Mhm. quand même des choses intéressantes, même sans un énorme capital. Dernièrement, on a eu des opportunités énormes avec la crise du Covid ou même sur Mhm. des plus petites valeurs qui aujourd'hui n'en sont plus du tout, par exemple comme Tesla qui a complètement explosé. Donc, même avec pas un capital énorme, on peut faire des choses sympas. Mais on peut aussi aller vers les biotech. Je suis jamais trop allé vers les biotech, mais a priori, vers là, on peut
mettre des sommes raisonnables et espérer démultiplier son capital. Mhm. Sinon, aujourd'hui, il y a aussi les crypto-monnaies qui peuvent rentrer dans ce cadre. Mais bon, moi, je suis allé vers le Forex à l'époque parce que les actions, c'était trop tranquille par rapport Mhm. à mes aspirations et à ce que je voulais faire. Voilà. D'accord. Et le forex, t'as un effet de levier aussi important dessus, ou tout ça, non? C'est intéressant pour toi, si je comprends bien. Surtout à l'époque. Là, aujourd'hui, Mhm. ça s'est bien calmé et tant mieux d'ailleurs. L'ESMA est limité à 30 sur les paires majeures. Et à l'époque, pas du tout. Donc, tu avais des leviers complètement démesurés. Moi, c'est là-dessus que j'ai fait mes armes. Et c'était très dur parce que, en fait, les leviers démesurés, c'est pas tenable sur le long terme, je pense. Alors, du coup, on peut faire des super choses à court terme. J'ai aucun regret parce que j'ai appris Mhm. tellement que j'ai absolument aucun regret. Mais par contre, je me dis souvent, heureusement que j'étais jeune parce qu'au moins, quand tu es jeune, vu que tu n'as pas de capital, Ouais. si tu vas, tu vas. Si ça marche pas, ça marche pas. Tout de suite, tu te remets, etc. Quand tu vieillis, c'est plus possible parce Mhm. que la vie fait que tu peux pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Mhm. Et donc, je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient limité le fait de levier. Et en parallèle, je dirais que moi, à titre personnel, ça m'a pas du tout dérangé d'être dans des conditions extrêmes. J'ai tellement appris que Mhm. ça a été très formateur, quoi. Et tu t'as jamais cramé de compte, rien du tout, ou Si, comment ça s'est carrément. passé? Bah, si, si. Mais en fait, c'était même pensé. En fait, j'allouais des capitaux à un compte et j'y allais à fond. Et des fois, le compte était démultiplié. Puis souvent, c'était euh, un compte qui cramait. Puis des fois, c'était démultiplié. Puis finalement, ça se terminait mal. Mais je l'ai pas mal vécu. Ça faisait partie du jeu, de la dynamique. Mais moi, j'étais clairement dans cette logique que le capital que j'allouais à un compte, j'étais là pour essayer d'y aller agressivement, quoi. Mhm. Donc j'étais conscient de mon risque. Tu étais sur un trade d'accumulation, en fait. C'est-à-dire que tu commençais petit, tu voulais accumuler pour après avoir un capital et peut-être vivre sur un trade d'investissement un peu moins spéculatif, non? Ou tu voulais faire grossir ton compte rapidement, en fait. Oui, oui, oui. J'avais pas beaucoup de logique de long terme, hein, franchement, donc Mhm. je me considérais juste que je commençais à avoir quelques connaissances, quelques idées, puis je les mettais tout de suite en pratique, mais à l'extrême, donc Ouais. c'était pas évident du tout. Voilà. Et tu as réussi à faire augmenter ton compte avec le Forex, ou comment ça s'est passé? Ou t'es toujours avec la même quantité? Ou comment ça s'est, quel a été le résultat de tes premiers tests sur le marché? Alors j'ai eu des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Par contre, j'ai toujours travaillé à côté, que ce soit Mhm. sur Vidéo Bourse ou en entreprise, même si c'était que quelques mois, etc. À mes débuts, je voyais le trading comme un à côté, en espérant qu'un jour ça devienne quelque chose de plus important. Mais si je fais le bilan, je pense, des 5 premières années en net, je devais être perdant. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai eu des périodes où ça a beaucoup marché, donc ça m'ouvrait des perspectives et ça me donnait de l'espoir. Et en fait, c'est important quoi, de se Mhm. dire, tiens, ça existe. J'ai des difficultés où je rencontre des épreuves et puis il y a des tels trucs que j'avais pas prévus, mais c'est pas grave. Tant que tu as la dynamique, la force d'y aller de nouveau, ce qui te tue pas te rend plus fort. Mhm. Et petit à petit, tu tends vers le Mhm. compromis idéal entre risque et objectif, que ce soit objectif financier ou personnel. Voilà. D'accord. Donc, et après ces 5 ans, tu as continué à trader de manière plus constante, ou c'était toujours une activité secondaire par rapport à ta vie professionnelle? Euh, En fait, dans les faits, dans mes revenus, c'était secondaire parce Mhm. que, comme je t'ai dit au début, ça perdait carrément. Mhm. Donc là, c'était une activité qui me coûtait de l'argent. Ensuite, pendant quelques années, ça a été, on va dire, stable, moyen. Donc moi, j'ai toujours été passionné et je voulais me mettre à fond là-dedans, mais il faut des résultats Des concrètement résultats, de la pour. psychologie. Ouais. Mhm. Mhm. Puis il faut que l'argent rentre. Donc en Ouais. fait, dans les faits, non, ça n'était pas le cas, même si moi je le voulais. Et puis D'accord. là, ces dernières années, ça va beaucoup mieux, mais j'y vais aussi beaucoup moins fort. Je prends beaucoup moins de risques.
Et j'essaie de beaucoup plus me poser, réfléchir. Mhm. Euh, j'ai pas mal. Enfin, j'aurais pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais j'ai quand même bien saisi le virage crypto. Mhm. L'année 2017 qui a été exceptionnelle et qui a vu l'émergence. Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont entrepris dans ce domaine qui ont quand même vraiment, vraiment bien réussi. Donc ça a été des sources d'inspiration. Et je crois pas mal aux crypto, même s'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas Mhm. de nous. Je vois mal comment la dynamique et l'élan insufflé par ces monnaies privées de nouvelles rendues possibles par la nouvelle technologie avec un esprit un peu communautaire, je trouve ça très cohérent et dans l'air du temps. Donc c'est quelque chose, voilà. Qui va perdurer. Mhm. Ok. Et quelle est la part de trading dans ta vie actuelle en temps investi? Alors cette année, j'ai pas mal réduit. Pourquoi? Jusqu'à l'année dernière, je tradais encore pas mal de Mhm. manière active parce qu'il y avait moins de volatilité que les. Active, active, ça veut dire plutôt day trader, trend following, swing ou Bah, en fait, l'année dernière, je faisais beaucoup de day trading et ouais. j'essaie de cibler les moments où ça bouge, que ce soit sur sur les actifs très liquides, donc que ce soit sur les paires majeures du Forex ou sur des actions liquides ou des indices. Et j'étais assez à l'aise dans du trading dynamique quand je suis sûr que les marchés allaient bouger. D'accord. Euh, c'est quelque chose qui me plaisait, j'avais mon setup, ma stratégie qui fonctionnait bien. Cette année, quand ça a commencé à décrocher, alors déjà, j'ai trouvé ça très bizarre le début d'année quand il y avait le Covid, mais que les marchés ne corrigeaient Ouais. pas. Ça, oui, Et ensuite, à partir du mois de novembre, à partir du mois de novembre sur les actions, on a eu une entrée de flux, mais de folie, quoi. Ouais. donc c'était une période Ouais. très bizarre. Ouais. Et bon, ben ça, c'était pas terrible parce que je me disais, bah faut que je monte une stratégie, en tout cas vendeuse. Mais ça, je me le disais plutôt en janvier, février. Et au début, ça n'a pas du tout marché. Euh, et puis ensuite, on a eu la correction de malade. Et cette correction a commencé en fait quand on a approché des échéances de produits dérivés fin février, me semble-t-il. Mhm. En tout cas, je me rappelle que vraiment le jour même, ou en tout cas vraiment aux abords Mhm. d'une grosse journée d'échéance, enfin d'une journée d'échéance significative, on a commencé à beaucoup corriger. Ouais, on a corrigé un lundi, c'était le lundi 25, je crois, février. L'Italie venait de confiner la Lombardie ce week-end-là. Et c'était le lundi que ça a corrigé très fort. Ouais. Et donc du coup, est-ce que c'était lié, est-ce que les grosses structures financières, les gros institutionnels ont attendu pour se couvrir, mais ça de toute façon c'est de la spéculation et c'est Ouais. des idées qui me viennent en tête, mais c'est juste quelque chose qui m'a traversé l'esprit, donc j'en parle. Mais je ne sais pas si c'est véridique, peut-être que c'est juste le hasard. Mais bon, c'était très bizarre. Les marchés se tenaient super bien, alors qu'on voyait bien que ça partait en vrille. Mhm. Et à un moment donné, ça s'est mis à décrocher. Alors, quand ça s'est mis à décrocher, bon, au début, vu que j'étais plutôt vendeur, ça s'est plutôt bien passé. Quand ça a trop accéléré, là, je suis juste sorti du marché, j'ai attendu. Et quand les flux ont commencé à revenir, là, j'ai changé complètement d'état d'esprit. Je me suis dit, ça, c'est peut-être l'opportunité des 5 ans à venir, voire des 10 ans à venir, Ah ouais. parce que la bourse, Mhm. c'est le meilleur placement à long terme. Donc là, j'ai ouvert un graphique du revenu où il compare les différentes classes d'actifs sur 30 ans. On voit les actions avec dividendes plus 1352%, Mhm. les actions sans dividendes plus 461%, l'immobilier plus 402%, l'assurance vie en euros plus 370%, SICAV monétaire plus 209%, l'or plus 179%, le livret A plus 135%, Mhm. et la hausse des prix, donc l'inflation, plus 67%. Donc à D'accord. long terme, l'investissement en actions plus dividendes, ça reste un super investissement. Ouais. Encore faut-il avoir confiance dans l'avenir. Mais moi, mon principe, enfin ma philosophie ou mon idée, c'est que, en tout cas, il y a quand même beaucoup de chances pour que le système continue à bien fonctionner. Je suis pas catastrophiste ou Ouais. alarmiste. J'ai l'impression que la tendance actuelle, c'est de vraiment prendre en compte l'écologie et en plus d'avoir une logique un peu moins tournée vers l'argent au niveau des grosses instances, hein, je parle. Et donc je trouve que ça fait quand même du sens. Donc moi, je suis pas particulièrement pessimiste pour les 5, 10, 15 années Ouais. à venir. Après, à plus long terme, c'est très compliqué de se faire quelque avis que ce soit. Et puis, malgré tout, hein, tout peut partir en vrille. Je suis Puis, conscient, de hein. toute façon, si la bourse casse et si l'argent casse,
Tout partira en vrille, hein, de toute façon. Voilà, le Donc, système sera carrément remis en ouais. question. Donc, Mhm. de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, voilà, moi, je me suis dit, des belles actions à très bas prix, c'est une super opportunité. Je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne aussi vite, même si en France, la correction est bien plus modeste qu'aux États-Unis. Je suis surpris par la force du rebond, mais tant mieux. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment cherché à acheter des bonnes entreprises et plutôt pour les garder sur quelques années. Du coup, il y en a certaines que j'ai sorties beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques mois, parce que bah, on a eu une reprise complètement dingue, et surtout aux États-Unis. Il y en a d'autres que je garde encore, qui me font une base comme ça, de Mhm. belles actions que j'ai pu acheter assez bas et que je garde. D'accord. Tu as réussi à prendre le point bas comment as-tu vu le retournement? Tu l'as vu graphiquement? Tu l'as vu plutôt de manière fondamentale, de niveau... comment as-tu vu le point bas? Alors, je l'ai vu. En fait, j'ai commencé à acheter quand ça baissait encore, mais un petit peu. Puis j'ai acheté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc après, j'ai aussi racheté quand ça commençait à rebondir. Et j'ai plus les dates précises en tête, Ouais, mais en gros, euh, le rebond a commencé à bien démarrer en avril. Et en avril, j'avais déjà une bonne part de mes positions. d'accord. Donc après, j'ai continué à acheter encore durant le mois d'avril. Et puis ensuite, j'ai gardé cette base pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et je me suis en plus, en parallèle, je commençais à vraiment m'intéresser aux options. Et donc c'est vraiment Mhm. pas mal. On peut faire des belles choses quand on a des actions qu'on veut garder longtemps et qu'en parallèle on fait des options parce qu'on peut monter des stratégies couvertes en fait Mhm. où il n'y a plus vraiment de risque. Le risque c'est simplement de ne plus être en position, mais on est couvert quoi. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Il y a une belle base de stratégie à monter quand on se dit qu'on garde des actions à long terme, qu'on y croit. D'accord. Voilà. Ouais, nous, on a le spécialiste maison, entre guillemets, qui est Karim sur les options, qui nous fait des petits cours de temps en temps. Donc, C'est d'après... clair, ouais. J'ai écouté ce que tu as fait, Ouais, Karim, c'est assez intéressant. Moi, je suis pas du tout un spécialiste, hein, donc je sais pas. ouais, Alors, juste pour étayer ce que je dis, je vais te passer un lien si tu voudrais le partager. C'est sur le site du Club de la Corbeille, donc corbeilleplus.com, et je m'occupe de la d'accord, rédaction de la partie marché financier. Et donc, il y avait un d'accord, article du 6 avril, qui décrivait assez bien mon état d'esprit sur le d'accord. coup. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue sur le coup, surtout dans des périodes aussi Mhm. extrêmes, plutôt que je te le raconte a D'accord. posteriori quand on sait Bah, ce qui s'est passé. je mettrai le lien dessous la vidéo. Donc, Donc, si je comprends bien, maintenant, tu es plutôt un trader moyen-long terme, quoi. oui, alors je peux revenir à court terme, ça va dépendre Ouais, de l'évolution, mais là tout de suite, il y a assez de, pardon. Là tout de suite, il y a assez de volatilité et de mouvement pour, je trouve, plutôt faire du moyen long terme, ce qui est beaucoup plus reposant, parce que le court terme, c'est énormément d'énergie, d'attention. Et puis, faut pas être faible, il faut être fort et dans un état d'esprit fort. C'est-à-dire, quand tu as tort, ben, il faut pas mhm, faire semblant. Il faut prendre sa perte et ça au quotidien. Sur le moyen long terme, je trouve ça beaucoup plus tranquille parce que tu es posé. En fait, tu n'as pas cette. Moi, je trouve ça super dur le scalping. J'en ai fait pas mal du trading intraday plus que du scalping, mhm. mais j'en ai fait pas mal et j'ai adoré. Mais par contre, c'est très très prenant, c'est très dur. Le moyen long terme, je trouve ça beaucoup plus tranquille. Et Enfin, si je peux me permettre de le faire. garder une position, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai un problème là-dessus. Garder une position, c'est pas Ah bon? facile, hein. Parce que tu dis, ah, si j'avais vendu là, j'aurais gagné là. Et après, ça, tu vois que ça descend. Bon, c'est pas facile, quoi. Mm, pour moi. D'accord. Mais toi, tu fais avec du levier, Denis, ou... Non, moi, je suis sur action et plutôt sur small. Small et D'accord, ah ouais, mid cap. small. Ouais, Peut-être c'est pour ça, peut-être. ouais. Parce que small, du coup, tu as quand même la crainte. Enfin, je ne sais pas, après, ça dépend comment tu divises ton capital. Moi, Mhm, je vais plutôt vers des grosses valeurs. Même sur les grosses valeurs, on peut avoir un Wirecard. C'est pas une valeur énorme, mais c'était quand mhm, même une grosse valeur allemande, hein. C'était une fintech prometteuse qui avait intégré le DAX, mhm, qui tombe, qui fait faillite. Donc ça peut toujours arriver. Donc je comprends quand même. mhm. Mais à partir du moment où tu divises suffisamment ton capital, ou alors que tu vas sur les indices, au moins tu limites cet aspect-là.
D'accord. Moi, en tout cas, j'ai pas ce problème de garder à moyen long terme. Et sur les indices, tu es moyen terme aussi, court terme ou long terme? Sur indice, là, je Ouais, fais des stratégies sur quelques semaines à quelques mois. Là, par d'accord, exemple, j'ai une petite stratégie option sur le CAC 40, c'est à échéance décembre. Et je compte, mon objectif, c'est de la laisser mourir, donc d'aller jusqu'à l'échéance. d'accord. Euh, Tu es en quoi? Tu es plutôt en put ou en call sur le CAC là ou... Alors là, ma logique et mon état d'esprit sur le CAC 40, c'est le suivant. Donc, en ce moment, on a une volatilité implicite qui est relativement Mhm. élevée. Alors, le VIX, on a combien en ce moment? VIX temps réel. Bon, même si c'est pas ouvert, mais il va ouvrir dans quelques instants. 26,85. Donc, c'est un niveau Mhm. de volatilité implicite assez élevé, ce qui est logique. On est quand même dans une période Mhm. trouble. C'est bien plus élevé que ce qu'on avait il y a quelques temps où on était toujours entre 10 et 14, on va dire. On va dire entre. Ouais, allez, on va dire. En tout cas, des niveaux de Mhm. volatilité beaucoup plus bas. Donc, en Mhm. fait, cette crainte, cette peur, elle fait gonfler le prix des options. Donc, j'essaye d'en profiter parce que je suis pas pessimiste, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, je crois pas vraiment à un crash. Et du coup, là, par exemple, sur décembre, ma stratégie, c'est j'ai vendu un put 4350 et j'ai acheté un put 4000, Mhm. beaucoup moins cher, ce qui permet d'avoir, même s'il y a un crash, ben, au moins je sais quelle est ma perte maximale. Et si jamais on monte, c'est parfait. Si on stagne, c'est bien. Si on baisse un peu, c'est bien. Donc, D'accord, c'est la stratégie, tu vois, que j'ai montée sur indice. En ce moment, d'accord. c'est mon état d'esprit, quoi. Parce que les Je vois pas pourquoi l'élection américaine serait catastrophique parce que si on a Trump, bah, il est ultra pro-business et de toute façon, Mhm. il fera du Trump, on sait ce que c'est. Si on a Joe Biden, ce sera sans doute un peu rassurant parce qu'il sera plus posé que Donald Trump. Et puis, je crois qu'il aura peut-être plus de facilité à faire passer des stimulus. Mhm. Donc, je vois. Après, il y a toujours cette situation Covid, hein, on peut avoir des faillites en chaîne, Mais aux etc. US, il y a Joe Biden et que Trump dit qu'il y a eu des magouilles, tout ça, et qu'il veut pas laisser le pouvoir et tout. Mm. C'est un peu le risque actuellement. C'est pas Oui, tellement qui va être élu, c'est un peu la réaction de l'un et de l'autre, quoi. J'ai l'impression, moi. oui, tu as raison. Hmm. Mais bon, moi, mon état d'esprit n'est pas mauvais. En Hmm. plus, quand même, tu vois, en Europe, on n'a pas beaucoup retracé. Bon, l'Allemagne a bien retracé, le DAX a beaucoup retracé, mais Ouais, on n'a pas retracé de manière comparable aux ouais. États-Unis. Donc finalement, moi, je trouve que le CAC 40 à l'heure actuelle est pas excessif. Donc voilà, mon état d'esprit, c'est plutôt que ce n'est pas qu'on ait un nouveau crack. Mais si j'ai tort, j'ai tort, et c'est pas Mhm. grave. Ah bah. Ok, ben on va un peu en rentrer un peu plus en profondeur sur ton trading. Pour rentrer en position, par exemple, quels signaux, quels indicateurs tu te sers tu sers des indicateurs d'analyse technique, d'analyse fondamentale Alors, je fais une synthèse fondamentale, vu que je suis tous les jours en train d'écouter tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, ou que je discute avec des personnes, ben, je me fais un avis fondamental. Et techniquement, je vais regarder surtout les supports à résistance horizontaux, Ouais, l'impulsion, la dynamique, le momentum. ouais. Je vais pas trop prendre d'indicateurs techniques. Et sinon, à part ça, quelles sont tes sources d'inspiration pour le trading? Donc, en médias français, j'écoute BFM Business, qui est Ouais, notre principal média relativement généraliste sur les marchés financiers. Récemment, on en a eu un nouveau qui est Bismart. ouais. Donc, c'est bien, ça fait un second gros média où on peut entendre des gérants, des analystes, des Mhm. professionnels de différents horizons. En D'accord. anglais, j'écoute CNBC et Bloomberg. Ouais, Je trouve qu'aujourd'hui, grâce aux box, et si vous avez la fibre, on l'a dans une super qualité. Je crois que c'est la 135 et 136, si je dis pas de ouais. bêtises. En tout cas, chez Orange. Et c'est cool parce que sur CNBC, tu as vraiment des gens. Je sais plus, l'autre Mhm. jour, je voyais une interview de Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, qui donne son point de vue. Donc, au moins, c'est des gens qui ont un impact très significatif sur le marché. Et au Ouais, moins, ça te met dans un rythme, dans un bain. Je trouve, c'est bien toute la journée, tu entends des personnes de qualité te ouais. parler, et donc ça te fait une espèce de formation Il y a ouais. continue. Il y a une véritable culture financière aux États-Unis qu'on n'a pas ici. C'est très intéressant d'écouter des chaînes américaines, t'as raison, hein. Ouais, Ouais. c'est clair.
c'est clair. Ouais. C'est vrai que pays anglo-saxons financent, alors que nous, c'est moindre, mais ça peut se développer, hein. Mhm. D'ailleurs, on a vu 150 000 nouveaux arrivants avec le Covid là sur les marchés financiers. Oui, c'est ce que j'avais cru lire que les, euh, les brokers avaient multiplié par 6 leur nombre de clients, ce qui D'accord, est bah, peut-être pas tous impressionnant. quand même. 6, c'est un truc de fou. Je crois que c'est 2 Giro qui a multiplié par 6. Et il y Ah, avait même une liste d'attente pour ouvrir un compte à l'époque. oui, 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 C'est franchement, pour c'est. dire. Ouais. Mais bon, c'est plutôt peut-être des joueurs de, entre guillemets, de PMU plutôt que de vrais, euh, de vrais traders, je sais pas. Et Je au sais niveau pas. des influences, au Parce niveau des que. livres, t'as quelque chose à nous conseiller ou? Ouais, je sais pas, hein. Franchement, je pense qu'il n'y avait pas que des gamblers, hein. Bien sûr Ouais. que tu as des gamblers qui sont arrivés, en plus avec les réseaux sociaux qui ont pris une telle ampleur, on va dire le phénomène caricatural de JP Franguin, la question elle est vite répondue. Ouais. Tout Hmm. ce type de personnes, oui, eux, ils arrivent vraiment sur les marchés dans une logique gambling et ils vont aller sur les marchés comme on irait parier sur les matchs. Mhm. Bon, après, je pense que le marché te remet vite à ta place. Si derrière, c'est une porte d'entrée pour s'informer et acquérir une vraie culture, ben, c'était le prix à payer peut-être. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi dans ces 150 000 nouveaux arrivants une part significative de personnes allant de 30 à 45 ans qui avaient commencé à accumuler de l'épargne parce qu'ils travaillaient, qui avaient jamais vraiment pris le temps de se renseigner, mais qui voyaient que les livrets, ça devenait un peu nul. Moi, en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont appelé parce qu'ils savent que je fais vidéo bourse, etc., qui m'ont dit qu'est-ce que tu penses que je fais, etc. Et moi, à chaque fois, ma réponse, c'était déjà, vas-y doucement, ouvre un PEA et prends quelques valeurs françaises ou européennes Mhm. éligibles que tu aimes, et puis vois comment ça se passe. Parce que je sais, par expérience, qu'il y en a qui le vivent très bien et il y en a qui le vivent très mal dès que ça varie ou quoi, c'est Ouais. pas du tout fait pour eux. Donc je pense que déjà, moi en général, c'est ça que je dis, quoi. Va à ta banque ou à la limite dans un gros établissement proposant le PEA tel que Boursorama ou Bing Mhm. ou je ne sais pas, un courtier très généraliste, Mhm. pas trop spécialisé et faire quelque chose de très simple et voir si tu prends goût. Ensuite, essayer peut-être de monter des trucs un peu plus complexes. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes quand même raisonnables hein, Ouais. qui sont lancées. Bon, voilà, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres. Puis le Covid aussi, ça a marqué peut-être la fin de l'ère entre guillemets industrielle et l'ouverture de l'ère digitale et les gens ont commencé à dire eh ben, pourquoi pas essayer de faire de vivre de mon patrimoine ou de voir ce que je peux que je peux dans des moments si compliqués que ça, je peux sortir de rentabilité de mes économies quoi. Voilà. Mm. Ok. Et donc raconte-nous un peu maintenant la deuxième partie de ta vie, qui est peut-être la partie la plus importante, c'est Vidéo Bourse. Quelle était ton idée d'origine et pourquoi avoir fait ça en fait? Donc, comme je le disais, c'est les débuts de la vidéo sur Internet, Mhm, 2007-2008. Donc, à l'époque, on était quelques chaînes à parler de bourse et tu n'avais pas vraiment l'idée de faire un business. Tout était à faire, mais en fait, c'était une bonne chose. Euh, ouais. sur le coup, peut-être je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'était. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire que ce que j'ai fait. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait et tout, mais en fait, Mhm. t'avais une autoroute. Quand t'as Ouais. personne, t'es là depuis le début, c'est un truc de fou. À l'époque c'était ça, Euh, l'important c'était l'idée. ouais. Mhm, Et du coup, franchement, il y avait mais vraiment très très peu de contenu. Donc, moi au début, je faisais plus des vidéos moi-même au tout début, où je disais je fais ci, je fais ça, etc. Et en fait, après, je commençais à aller au salon, notamment au salon du trading, qui va peut-être reprendre en avril prochain, j'espère. mhm, Et puis là, j'ai commencé à rencontrer du monde. Et puis, j'ai commencé à faire quelques interviews en ligne. Et puis, un peu après, j'ai discuté donc avec l'organisateur André Malpel et je suis venu faire quelques interviews au salon. Euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager et à interviewer des traders, que ce soit en France et également à l'étranger. mhm. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi, petit à petit. D'accord. Et c'est une réussite maintenant? Tu vis de ça à temps complet, tu me disais, non? Ouais, c'est mon activité principale, vidéo bourse. C'est mon D'accord. activité principale, c'est clairement celle à laquelle j'accorde le plus de temps. Mhm. Voilà, je ne suis plus tout seul, je suis seul à temps plein, mais il y a Mhm. certaines tâches qui sont déléguées.
Et l'objectif, c'est faire du bon contenu. D'accord. Vraiment proposer du bon contenu. Tout est gratuit pour l'utilisateur. Donc, à nous de trouver un business model, principalement via des campagnes de communication par des annonceurs intéressés Mhm. par notre audience. Et puis, on essaye de faire un choix d'annonceurs qu'on aime, De qualité, ouais. Mhm. ouais, Mhm. et puis cohérents pour répondre aux besoins du trader. Parce que il y a plein de marchés différents aussi. Et il y a différentes choses, hein. Un trader, il a besoin d'un bon courtier, de bien comprendre les produits sur lesquels il investit et comprendre qu'il y a plusieurs classes d'actifs et plusieurs manières de jouer un même sous-jacent. Et à quoi correspond tel produit? Est-ce que c'est du gré à gré, du centralisé? Est-ce que carrément on est sur des crypto-monnaies et donc on est sur quelque chose de totalement décentralisé, donc très risqué mais potentiellement intéressant? Il faut aussi le bon outil en termes de plateforme. Mhm. Voilà, toutes ces problématiques, quoi. D'accord. Bah, pour conclure, on va peut-être un peu parler du futur maintenant. Comment tu te vois dans 10 ans, que ce soit dans ton trading ou dans Vidéo Bourse? Bonne question. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je Mhm. sais pas te dire. Je fais plus à quelques semaines, quelques mois. Je réfléchis peu à aussi long Mhm. terme. Donc, franchement, D'accord. je ne saurais pas te répondre. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton trading dont tu n'es pas très content et tes points faibles que tu voudrais fortifier? Là, il me faut les options à fond. Donc, Mhm. je pense commencer à avoir une bonne compréhension et maîtrise du sujet et continuer. Alors, pour y aller mollo, pour l'instant, je suis que sur le CAC 40, ce qui me permet d'avoir un sous-jacent que je comprends bien et dans lequel j'ai confiance. Mais à terme, il faudra que je me tourne vers les marchés américains qui sont plus liquides Mhm. et où il y a a priori de bonnes opportunités sur les options. Donc ça va être ça, tu vois, mon challenge à titre personnel et du côté trading pour les semaines et mois à venir. D'accord. Donc là, pour l'instant, CAC 40. Après, je vais aller vers l'Eurostox et petit à petit vers les États-Unis. Mais je vais vraiment prendre mon temps parce que sur les marchés, on a des Black Swan, on a des fois des phénomènes qui arrivent auxquels on ne s'attendait pas. Le dernier en date pour moi, c'était le WTI, le Mhm. pétrole, et enfin, le pétrole qui est passé à cours négatif sur une échéance, mais c'était quelque chose que je ne soupçonnais pas. Pour moi, c'était pas possible, alors que il fallait mieux que je me renseigne, on le savait, tu vois, les professionnels, ils savaient que c'était possible. Le CME, ils ont prévenu. Moi, après, j'ai eu des coups de fil de mecs de personnes de confiance qui m'ont mis en garde. Mhm. Euh, donc, j'étais pas assez préparé. Ça n'a pas été un gros problème, mais j'étais en partie concerné parce que j'avais une petite position Mhm. relative à l'échéance, même si j'avais aussi de l'exposition sur d'autres échéances. Je me suis fait attraper. Donc, Ouais. il faut toujours être bien sûr et bien préparé. On est toujours surpris Ouais. de ce qu'on peut rencontrer sur les marchés. Et pourquoi les options en fait? Parce que ça te permet de maîtriser ton risque ou c'est parce que c'est quelque chose qui en fait en Europe et en France c'est très 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 peu connu quoi. Ouais, mais je pense que ça va se développer, j'espère en tout cas. Je vois pas pourquoi ça se développerait pas. Aux États-Unis, ils sont à fond. Bon, Mhm. il y en a aussi qui font n'importe quoi. Il Mhm. faut vraiment faire attention à bien limiter l'effet de levier. Aussi, c'est quand même, ça nécessite plus de capital si on veut monter des stratégies à base de vente d'options. Si on fait que de l'achat d'options, ça va, mais si on commence à faire de la vente d'options, voilà. En plus, on est sur du produit centralisé. Dans la majeure partie des cas, ça existe les options OTC, mais dans l'ensemble, c'est pas très intéressant parce que les spreads sont beaucoup plus larges. Mais sur les options centralisées, on n'est pas protégé par le SMA. Donc, il n'y a pas protection contre solde négatif et que ça. Donc, il faut quand même bien savoir ce qu'on fait. Donc, c'est peut-être un frein. Comment le développer? Bah, peut-être qu'il faudrait justement que les brokers OTC, donc type CFD, etc., développent plus ces options. Mais aujourd'hui, un courtier comme IG propose toute une gamme d'options différentes. Mhm. Donc, je trouve que ça peut être un point de départ de faire du démo là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne, éventuellement du réel avec des petits capitaux. Au moins, on comprend la logique qu'il y a derrière, et puis ensuite, petit à petit, se tourner vers les options listées. Et moi, je sais que les premières fois où on m'en parlait sur Vidéo Bourse, c'était des traders de bien plus grande expérience. Ça devait être il y a 7 8 ans. Et je m'y suis mis que récemment. Pourquoi? Mhm. Parce que je pense que j'ai pas voulu sortir de ma zone de confort où j'ai peut-être eu la flemme d'aller un tout petit peu plus loin que les produits purement directionnels. Mais en fait, c'est pas extrêmement compliqué. À partir du moment où on connaît un peu les marchés, c'est juste logique. On paye une prime
où on encaisse une prime pour un engagement de cours futur et c'est pas si compliqué. Il faut juste créer la Ouais. logique Mhm. et se la mettre en tête. Et pour ça, d'ailleurs, sur Vidéo Bourse, on a une file de discussion qui commence à être assez importante et qui a 136 000 vues, qui Mhm. s'appelle Débuter sur option et où on essaye de regrouper un maximum de ressources en français et un petit peu en anglais aussi pour apprendre les options. Et regarde, même toi, avec le travail que tu Ouais. fais, récemment, tu as reçu donc Karim, précédemment, tu as reçu Laetitia. Ouais. Je n'ai pas vu d'autres personnes parler Non. d'options, mais Mais c'est bizarre parce que il y a un intérêt, il y a peu d'intérêt en quantité, mais ceux qui sont intéressés sont très intéressés. Je ouais. sais pas comment expliquer ça. C'est encore une niche, mais ceux qui sont dans la niche sont là, quoi. Mm. C'est des intéressés, fidèles, qui cherchent de plus en plus, et vraiment je pense que c'est quelque chose de futur aussi, hein. C'est un futur, ouais, les options. Tu as raison. Ouais. Mm. Après, voilà, hein, il y a des gens qui en parlent depuis très longtemps. Jean-Luc Hussac sur BFM Business, quasiment tous les matins dans le match des traders, il dit, voilà, je monte, je sais pas, des poutres synthétiques, je monte telle stratégie. Il ouvre. Et puis, il fait des formations là-dessus depuis très longtemps. Donc après, c'est aussi à chacun de se saisir du sujet, et puis de creuser, de voir ce qu'il y a. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à m'informer et à me former là-dessus. Je lis des bouquins. Donc là, le dernier en date que j'ai lu, c'est celui de Lee Lowell, Get Rich with Option. Mhm. Sinon, avant, j'avais lu le Macmillan, les deux sur recommandation de quelqu'un de très expérimenté du secteur. Et puis en français, il y a le livre de Paul Marcel, Débuter sur option, je crois. Donc voilà, il y a un peu de littérature. D'accord. Prochainement, bah, d'ailleurs, quelqu'un m'a parlé de ça. C'est Tony qui m'a parlé sur recommandation de Karim, donc que tu as Ouais. interviewé, de lire un livre de Nathan Berg, mais je ne connais pas. Et en fait, ce qui m'a pour l'instant retenu, c'est qu'il n'est pas en livre audio. Moi, j'adore les livres audio. Mhm. Euh, Ce qu'il y a, c'est que quand on lit des bouquins papier, il faut du temps, il faut de la concentration et tout, alors que le livre audio, on le met dans sa voiture, on le met en faisant du sport, on le met en travaillant. Donc je préfère. Donc voilà, Ouais. mais il y a de la littérature intéressante. Ah, très intéressant de voir un peu tout ça, le futur. Toi, t'en fais Voilà. un petit Ouais. peu des options, Denis? Pas du tout, non. Pas du tout. J'écoute un peu ce que fait Karim, mais ouah, pour moi, c'est à 1 million de kilomètres, quoi, parce que il faut vraiment monter des stratégies. On peut jouer sur le temps, la volatilité, tout ça. Donc on commence un peu, puis on a préenregistré 4 ou 5 webinaires, et petit à petit, ça vient. Donc on verra après, quoi. Mais c'est Ouais, ok. pas facile quand même, hein. Pas facile. C'est pas, je veux dire pas facile. C'est pas évident au premier approche, quoi. À la première approche, il faut creuser un petit peu quand même. Hmm. C'est pas j'achète et je vends. Non, c'est acheter, monter une stratégie, etc., quoi. Voilà. Bon bah Fabien, merci pour tout. T'as quelque chose d'autre à rajouter ou? Alors oui, j'avais noté des petites Ouais. choses. Alors, je voudrais parler de l'AFAT, qui est l'Association Oui, française des analystes techniques, oui, qui oui. existe depuis 1990. Moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans et demi, je pense. Et désormais, je suis au bureau et je m'occupe de la communication. Mhm. Euh, Au bureau, on doit être 7. Et donc, ben, les autres sont plutôt des analystes techniques, ce qui est la vocation première de cette association, qui à la base est une association professionnelle. Donc, on a fêté là, le retour aux 100 membres, parce que bah, depuis 1990, il y a eu des hauts et des bas pour l'association. Et récemment, on était à un nombre de membres qui était plutôt de l'ordre de 60. Et depuis, donc j'ai connu deux présidences. Moi, j'ai connu Mhm. Laurent Albi, que vous retrouvez souvent sur BNP Paribas Produits de Bourse, dans les lives d'analyse technique. Et en ce moment, on a Daniel Cohen de Lara en président, qui est aussi sur la chaîne de BNP Paribas Produits de Bourse. Et la FAT a atteint 100 membres là, donc D'accord. c'est bien, il y a une bonne Mhm. dynamique. C'est surtout, je trouve sympa pour le côté présentiel qui en ce moment est vachement pénalisé par le Covid. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui se Mhm. font en ligne et ça perd un peu du charme parce que le côté associatif, c'est aussi boire des coups après la conférence et c'est là où tu discutes de manière Ah mais, informelle. ouais, faut Et être parisien donc, là, c'est le problème quoi. oui, Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être parisien pour. Mm.
suivre les événements présentiels. Mais on a des gens d'un peu partout. Euh, voilà, sur ta chaîne, on peut citer par exemple Trédosor qui est membre de Ouais. la FAT, ou Vincent Gagne que tu as reçu. Ouais, ouais. Donc voilà, AFAT, Association française des analystes techniques, création en 1990 par 7 professionnels parisiens de la finance, praticiens d'analyse technique, association à but non lucratif, donc c'est 95 € à l'année et c'est 30 € je crois pour les étudiants. On a aussi fait des efforts auprès des écoles, oui justement, où on est allé dans des écoles de commerce spécialisées et tout pour avoir des jeunes. Et franchement, il y a des gens intéressants et puis il y a beaucoup d'anciens qui ont fait des carrières diverses dans la finance. Donc voilà, je suis attaché à cette association que je D'accord. mets en avant. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, éventuellement à adhérer si cela vous intéresse. Euh, quoi d'autre? Vidéo Bourse, le forum, si vous voulez vous renseigner. D'ailleurs, je vais te passer le lien aussi si tu veux le Oui, partager je vers mettrai le tout ça. sujet dédié aux options, par exemple, puisqu'on en a parlé. Les réseaux sociaux, j'aime bien. Mes réseaux sociaux préférés, c'est LinkedIn et Twitter. Je regarde plus Twitter. Il y a vraiment de la bonne information quand on sait la filtrer et tout. Et LinkedIn, pour le côté professionnel, c'est super puissant. Donc peut-être qu'on a des jeunes qui nous regardent. Mhm. LinkedIn, c'est quand même bien. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Ça permet de rencontrer des gens. Les médias, on en a parlé. Les livres, ok. Plateformes. Moi, les plateformes sur lesquelles j'ai beaucoup tradé, c'était MetaTrader. Et encore aujourd'hui, c'est une plateforme que j'aime utiliser, Ouais. qui pourtant est très brute, mais en fait, c'est le Ouais. côté robuste qui me Mhm. plaît aussi. J'ai toutes mes habitudes dessus. Avant, je faisais du trading automatique. Maintenant, j'en fais plus, mais j'aime bien. Puis l'appli mobile est bien faite. Et sinon, en France, on a la chance d'avoir ProRealTime, qui est français. Mhm. Et c'est trop bien. C'est vraiment une Mhm. plateforme qui, Ouais. d'un point de vue ergonomique, est excellente. Et aujourd'hui, je vois énormément de contenu d'analystes qui bossent sur ProRealTime en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui tend à continuer à se développer parce que c'est, je trouve, une plateforme remarquable. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de notable en plateforme? Bookmap, je trouve, avait apporté quelque chose de novateur d'un point de vue trading court terme Mhm. et scalping avec cette représentation du nuage, du carnet d'ordre, etc. Après, tu as les plateformes Xtrader qui sont plus dédiées au scalping, au trading du carnet d'ordre. Il y a TradingView Euh, aussi qui est pas mal. alors voilà, TradingView, Ouais. et en France, c'est développé pour le marché français par Vincent, donc en plus c'est bien Ouais. parce que franchement Vincent il est super, il est Ouais. sympa et il est bien Oh, dynamique. ouais, mais à chaque fois que je demande quelque chose en MP, sur Twitter, il me répond tout de suite, j'ai un problème, où est-ce que je fais ça? Il me dit, vas-y, fais comme ça, être très, très, très à l'écoute, ouais. Mm. C'est clair. Moi-même, il faudrait que j'y aille plus sur la communauté TradingView parce que c'est aussi une communauté. Ouais. Ouais, il faudrait que je prenne plus de temps. Mais oui, TradingView c'est trop bien, c'est entièrement gratuit et on a des qualités Ouais. très bonnes. Voilà. D'accord. Juste dire que à la FAT est membre de l'IFTA, qui est un organisme international qui regroupe des associations locales d'analyse technique. Et cet organisme permet de passer le diplôme du CFTE, qui est un diplôme reconnu à l'international. Alors il y a le level 1, level 2, et puis après ça peut ouvrir vers d'autres diplômes plus professionnalisants. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Alors c'est pas compris dans le prix de base. Dans le prix de base avec l'adhésion à l'année, vous avez simplement la préparation à ce diplôme, et ensuite le passage, je veux pas dire de bêtises, mais c'est quelques centaines d'euros. Donc voilà, D'accord. juste pour parler du CFTE, et parce qu'on en avait un peu discuté, Oui, on Denis. avait un peu discuté parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on est féru d'analyse, qu'on aime bien les analyses, pour savoir si on peut aller se professionnaliser dans cette direction. Voilà. Ben, merci Fabien, c'était sympa de partager ce petit moment avec nous. Merci, merci Denis. Puis je continue à suivre ce que tu fais. Tu fais beaucoup de contenu en ce moment. Tu Oui. as un spectre assez large et tu trouves beaucoup de gens au profil différent. Donc bravo pour ton initiative et Ben, content d'avoir participé. merci Fabien, je te renvoie le compliment hein, également. Merci, au revoir. Allez, bonne continuation. Au Bye. revoir, au revoir.